Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Al24 News. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Face à Zeribi. Comme à chaque numéro, analyse, décryptage et regard sans concession sur l'actualité de la semaine avec notre éditorialiste Karim Zeribi. Bonsoir. Bonsoir Samir. Et c'est toujours un plaisir de retrouver et de partager ce plateau avec Riyad Belkhadim. Bonsoir Riyad. Samira, bonsoir. Bonsoir Karim, ravi d'être avec vous. Bonsoir Riyad. Alors Karim Zeribi, comme toutes les semaines, nous avons une panoplie de sujets. Cette semaine, ou ce soir, on commence par les relations algéro-françaises et on parlera de la visite de Ségolène Royal en Algérie, dans laquelle il y avait une parole de dialogue et de reconnaissance des avancées de l'Algérie qui a provoqué en France une vive hostilité politique et médiatique. Donc nous reviendrons également sur les dernières déclarations de Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur français, des déclarations révélatrices d'un dialogue toujours conditionné. Et puis Karim, on va parler dans le deuxième sujet ce soir de l'économie algérienne. Le FMI salue les progrès réalisés en matière d'investissement et de diversification, Garage Villette, la ligne ferroviaire, minière et la dynamique de plusieurs secteurs clés traduisant une transformation économique engagée dans le pays. Et pour le troisième thème de ce soir, donc, on parlera de l'Espagne qui s'oriente vers la régularisation de près de 500 000 étrangers sans papier, une décision politique forte qui vise à transformer une situation de clandestinité et intégration concrète avec un accès aux droits sociaux et au marché du travail, un choix Karim Zeribi, pragmatique et économique qui tranche avec les politiques de fermeture adoptées par d'autres pays européens. Tout à fait. Et puis le fait marquant, avec une touche espagnole, c'est peut-être l'espagnol le plus célèbre de la planète, c'est Pep Guardiola, qui a marqué la semaine avec la prise de parole qu'il a eue en faveur du peuple palestinien et des enfants palestiniens. Un grand coach à l'échelle mondiale, mais surtout un citoyen digne, courageux, universaliste, dont la parole dépasse le sport et rappelle que l'engagement individuel peut parfois peser lourd dans la balance. Il est difficile de faire taire des hommes comme Pep. Magnifique, Pep Guardiola. Très bien, tout ça c'est sur Al24 News et c'est tout de suite Karim Zeribi. Donc Ségolène Royal a effectué une visite de 5 jours en Algérie et lors de sa visite, nous l'avions reçue sur Al24 News dans l'émission Al24 VIP. Ségolène Royal a donc parlé simplement de dialogue, de respect, reconnu certaines avancées de l'Algérie. Quand on la voit ou quand on voit les réactions qui ont suivi sa prise de parole, la dernière prise de parole et son intervention sur Al24 News et en Algérie, on a l'impression que ce discours dérange beaucoup aujourd'hui en France. Pourquoi ? Écoutez, d'abord, je suis content d'entendre Ségolène Royal donc, utiliser ses mots, ses arguments, et ce narratif, parce que, quelque part, c'est le nôtre. Donc, dans Face à Zeribi, depuis que cette émission existe, tout ce que dit Ségolène Royal, nous le disons, nous le répétons, nous le rappelons, avec force et conviction. Quand c'est Karim Zeribi, ancien député européen français, on va essayer de me renvoyer à mes origines en expliquant que je porte ce discours parce que je suis d'origine algérienne. Quand c'est Ségolène Royal, je pense qu'il n'y a pas de doute. Donc on ne peut que prendre en considération les arguments de cette ex-ministre, ex-candidate à la présidentielle française, qui est venue en Algérie et qui a été elle-même en réalité subjuguée par cette Algérie nouvelle qu'elle a découvert. Parce que même si de France, elle défendait l'Algérie dans le conflit et les tensions qui existent entre la France et l'Algérie. Et donc, ça n'a fait que renforcer sa conviction de la nécessité d'une relation plus saine, franche, certes, mais plus saine, entre la France et l'Algérie. Et donc, elle l'a rappelé au cours de ce déplacement. Elle est revenue en France, elle a fait quelques médias pour dire ce qu'elle disait en Algérie. Donc, je suis évidemment en phase avec Ségolène Royal, et je vais vous dire, toute honnêteté, parce que vous connaissez mon côté franc et direct, je ne suis pas pro-Ségolène Royal, moi. Je n'ai jamais milité pour Ségolène Royal en France. Moi, j'étais chevènementiste, Jean-Pierre Chevènement, qui était un ami de l'Algérie, donc j'étais plutôt proche de lui. Ancien ministre de l'Intérieur. Ancien ministre de l'Intérieur, qui a été aussi candidat à la présidentielle en 2002. Et quand j'entends Ségolène Royal, je ne peux qu'abonder dans son sens. Mais qu'on soit effectivement donc, en phase avec elle ou pas, ces arguments sont nos arguments, sont les arguments des personnes, des personnalités qui sont frappées du sceau du bon sens et qui ne racontent pas d'histoire. En réalité, cette relation entre la France et l'Algérie, elle mérite une chose aujourd'hui, au moment où nous nous parlons, c'est la clarification. Il faut que cette relation, aujourd'hui, se clarifie. Les mois passent et nous restons plongés dans une forme de quiproquo, d'incompréhension, donc de malentendu. Et on a le sentiment qu'au plus ça dure,
au plus il sera difficile de retrouver une relation normale. Et c'est sur ça qu'il faut travailler. Parce qu'on est dans la dernière année de mandat d'Emmanuel Macron, je vous le rappelle. On ne sait pas ce qui se passera derrière. On ne sait pas quelle force politique, quel gouvernement, quelle sensibilité sera au pouvoir en France. Peut-être que ce sera l'extrême droite. Si la relation est aussi détériorée au moment où nous arrivons à la présidentielle, que sera-t-elle derrière? Quelle sera la relation France-Algérie à l'avenir? Or, par-delà les 5 millions de franco-algériens en France, il y a un intérêt pour les deux pays à ce que nous retrouvions le chemin de la clarification, de l'apaisement et de la coopération. Ce chemin-là, il faut qu'il y ait des acteurs de part et d'autre. Moi, j'ai le sentiment que l'Algérie a toujours été pour le dialogue, mais pas pour le contournement. Et du côté français, on a une position qui n'est pas claire. Il faut qu'elle se clarifie très rapidement maintenant. Justement. Alors, on a le sentiment, un autre sentiment encore, que ce n'est pas le fond qui compte le plus, mais qui pose problème, c'est le fait même de tenir un discours apaisé avec l'Algérie qui dérange. Est-ce le débat en France qui est devenu incapable de sortir de cette confrontation permanente et même lassante? Vous savez, Riyad, je crois que c'est le fond et la forme. Je crois que c'est les deux qui ne vont pas en France. La forme, parce qu'effectivement, quand on manque de respect à un État-nation souverain auquel on s'adresse, on ne peut pas obtenir grand-chose de lui. Ça, c'est pour la forme. Et ces derniers mois, la France a, de mon point de vue, pas parlé avec les mots de la diplomatie lorsqu'elle s'exprimait à l'égard de l'Algérie. Elle s'est exprimée avec des mots qui n'étaient pas respectueux, qui étaient des mots révolus, d'une période que nous voulons balayer d'un revers de main parce que cette période-là, c'était la période de la domination d'un État sur un État. Ça n'a plus lieu d'être, chacun le sait. Et puis derrière, sur le fond, on ne peut pas réduire l'Algérie à quelques sujets de tension. Quand vous avez un politique français qui parle de l'Algérie, le seul sujet qui revient et qui est au centre des débats, c'est les OQTF. Comme s'il fallait réduire ce grand pays à la question des OQTF. Que la question des OQTF, je le dis très clairement, soit abordée, bien évidemment que c'est normal du point de vue de la France. Mais on ne peut pas réentamer une relation que l'on veut réconcilier, apaiser, par ce biais-là. Ça n'est pas sérieux. Alors que la France était le premier partenaire commercial de l'Algérie il y a encore quelques années, elle a perdu cette place. Les acteurs économiques français regrettent les mots, les postures, les coups de menton des politiques français en disant « vous nous faites du mal ». Et si vous nous faites du mal à l'économie française, faites du mal aux entreprises françaises. Donc les entrepreneurs français, eux, font de la réelle politique, sont dans le pragmatisme et demandent à leur politique de s'exprimer autrement. Vous avez nos concitoyens français ou algériens ou franco-algériens qui veulent une relation apaisée parce qu'ils communiquent. Ils communient même parfois. Vous avez des mariages mixtes, vous avez des gens qui ont de la famille, ici et là, et qui ont envie d'une relation. Vous avez des Français qui, malgré leur relation de tension, Français, qui n'ont aucun lien avec l'Algérie, qui sont venus en Algérie par curiosité, qui expliquent « je suis parti en vacances », quel accueil, quelle hospitalité, ce pays est magnifique. Mais on a toujours, malgré tout, ce fond négatif, ce relent de nostalgie, cette volonté de jeter de l'huile sur le feu. Et j'avoue être quelque peu déçu, parce qu'au départ de Retailleau, je pensais que les choses allaient effectivement repartir. Et je l'ai évoqué moi-même dans Face à Zeribi, sur la base d'une nouvelle coopération sécuritaire avec Laurent Nunez, qui a des attaches personnelles par son histoire avec l'Algérie, et qui avait eu des mots plutôt respectueux avec l'Algérie. Et je vois qu'on a du mal à réamorcer cette relation sur des bases saines, respectueuses, de coopération. Je trouve que c'est très dommageable pour l'Algérie, parce que, encore une fois, parce que l'Algérie est ouverte, Ségolène Royal le dit, je le dis depuis des mois, l'Algérie s'entend bien avec quasiment tous les pays de l'Union européenne, et au-delà de ce continent, avec les pays du continent asiatique, du continent américain, et avec la Russie, avec la Turquie, avec l'Eurasie, enfin bon, il n'y a qu'avec la France qu'il y a un problème. Mais force est de constater que cette clarification à laquelle j'appelle, elle n'a lieu sur aucun sujet. Pas de clarification sur le plan de la mémoire, sur le plan historique. On balaye de revers de main la reconnaissance, pas la repentance. Que les Français qui nous écoutent et qui suivent Face à Zeribi soient quand même conscients des mots que j'utilise. L'Algérie, les Algériens, le président algérien au plus haut niveau, Karim Zeribi, ex-député européen qui s'exprime,
Personne ne demande la repentance, la reconnaissance pleine et entière de l'histoire. Ensuite, derrière, des relations diplomatiques, dignes de ce nom. Vous voulez rediscuter les accords de 68 ? Demandez-le avec respect. Cela a été fait 3 fois. Ils ont été révisés 3 fois. Quand vous aviez un interlocuteur auquel vous vous adressiez avec respect, il a été possible. Réutiliser le mot de la diplomatie. Vous voulez réamorcer des relations économiques dynamiques ? Vous avez des acteurs économiques français qui sont en Algérie, qui vous demandent, là aussi, d'utiliser des postures différentes, des mots différents, de vous adresser avec respect à l'Algérie. Il y a énormément de choses à faire entre ces 2 pays. Mais est-ce qu'il y a une volonté du côté français réellement ? Mais où est Emmanuel Macron dans cette relation ? Moi, je me pose des questions. Il lui reste 1 an de mandat, 10 ans de présidence française, donc Emmanuel Macron, il lui reste 1 an de mandat. On va arriver à la fin du mandat d'Emmanuel Macron dans ces conditions, dans ce contexte-là. Est-ce qu'il est responsable de la détérioration des relations entre les 2 pays ? Parce que quand il a commencé son premier mandat, les relations avec le président Tebboune étaient, n'ayons pas peur des mots, excellentes. Et en fin de mandat, les relations historiquement n'ont jamais été aussi mauvaises. Est-ce qu'il en est responsable ? Et quand vous commencez votre mandat, après avoir mené une campagne en indiquant que la présence française en Algérie était synonyme de crime contre l'humanité, quand vous ouvrez effectivement votre présidence de la République française au premier mandat avec un déplacement en Algérie et un esprit d'ouverture, de respect, une approche gagnant-gagnant à tous les niveaux, quand vous êtes dans cet état d'esprit, est-ce qu'Emmanuel Macron a été mal accueilli en Algérie ? La réponse est non. Je veux dire, on a vu des accolades avec le président Tebboune, on a vu une proximité, voire même une complicité au début du mandat. N'ayons pas peur des mots. Tout ça s'est dégradé. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, la posture, les mots, la vision qu'Emmanuel Macron semblait porter, tout ça s'est étiolé. Et puis le dernier exercice, moi qui m'a frappé, la dernière séquence, c'est après la libération de Boualem Sansal, qui pour moi était un geste fort. Rien n'obligeait le président Tebboune à gracier Boualem Sansal, que les choses soient claires. La justice algérienne est souveraine. Elle avait pris une décision de l'incarcérer, donc avec la peine que vous connaissez. Le président algérien a décidé de l'amnistier pour des questions humanitaires, à la demande du président allemand. Mais Boualem Sansal a été libéré. Quel geste la France a effectué en retour ? Aucun. J'attends, je cherche, je ne trouve pas. Quel message positif la France a adressé ? Je cherche, je ne trouve pas. À un moment donné, en diplomatie, c'est une règle établie. Quand un pays fait un geste positif à votre rencontre, vous devez renvoyer effectivement un geste de la même nature pour démontrer la bonne volonté et la réciprocité. Terme ô combien important dans la diplomatie algérienne, la réciprocité. Et c'est un terme aujourd'hui qui n'existe pas dans la relation franco-algérienne, algéro-française. Parce qu'après la libération de Boualem Sansal, il n'y a eu aucun geste de la France. Moi, je vous le dis, et je l'ai dit dans cette émission, ça n'appartient qu'à moi. Moi, j'attendais un geste sur l'affaire de ce diplomate algérien qui a été mis en cause dans l'affaire de l'influenceur Amir Dezed. Vu que la justice algérienne souveraine a statué et que le président algérien a porté de tout son poids le choix de l'amnistie, on était en droit d'attendre que de le côté français, le président Macron fasse pareil auprès des autorités françaises et des institutions, en disant il y a un diplomate algérien mis en cause, Boualem Sansal a été libéré, nous devons faire un geste de la même nature, à la même hauteur. Rien n'a été fait. On revient aux dernières déclarations de Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur français, et Karim Zeribi qui a parlé d'ouverture, mais toujours sous conditions très précises. Vous en pensez quoi ? Quand on est dans l'état actuel de ces relations, on fait en sorte de décrisper, de mettre les tensions, j'allais dire, un peu de côté pour réamorcer une relation, un geste fort en faveur de l'Algérie. Comme je l'ai dit, l'Algérie en a fait un, il n'y a pas eu de retour. Voilà ce qu'on est en droit d'attendre de Laurent Nunez. Alors, vous allez me dire, c'est pas de son niveau. Encore une fois, c'est du niveau d'Emmanuel Macron et du Premier ministre. Et Laurent Nunez suivra la dynamique engagée par ses patrons. Je vais le dire comme ça, on va se comprendre. Aujourd'hui, rien n'est engagé du côté d'Emmanuel Macron. C'est très inquiétant.
On arrive à la fin de cette première partie. On va résumer cette première partie. Il faut une refondation entre les relations entre l'Algérie et la France. Sinon, l'Algérie... Refondation et clarification, Riyad. Sinon, l'Algérie se passera de la France. C'est les propos de Karim Zeribi. Voilà, c'est la fin de cette première partie. On se retrouve dans quelques instants, juste après ça. Bienvenue sur Al24 News. Dans cette deuxième partie de Face à Zeribi, Karim, juste avant la publicité, on parlait de certains pays à l'image de la France qui restent bloqués sur le débat pendant que l'Algérie avance concrètement avec des projets économiques ambitieux et structurants. Et c'était le cas d'ailleurs cette semaine avec l'inauguration de Garage Billette et de la ligne ferroviaire minière. D'ailleurs, on en parlera juste après. On commence d'abord par le FMI qui a salué cette semaine les progrès de l'Algérie pour promouvoir l'investissement et la diversification de l'économie, qui parle d'un pays sur la bonne voie. Karim Zeribi, comment résonne aujourd'hui ce constat à l'échelle d'une stratégie d'État qui place l'investissement et la diversification au cœur de sa trajectoire? Écoutez, c'est un sujet qui est fondamental pour l'avenir de la nation algérienne. Fondamental, et qu'on doit replacer, repositionner dans un contexte à la fois géopolitique, fait aussi d'aléas en matière de politique intérieure, pour parler de l'Algérie aujourd'hui et des chiffres qui ont été donnés, vous l'avez dit, par le FMI et la Banque mondiale. D'où vient l'Algérie au cours de ces 6 dernières années? Il y a eu la crise de la Covid, qui a pénalisé de nombreuses nations à l'échelle planétaire, pour ne pas dire l'ensemble de la planète. Une crise de la Covid, un virus qui a mis à mal et à plat toutes les économies. Plus d'échanges, plus de mobilité, plus de déplacements. Une période très difficile à gérer. L'Algérie l'a gérée. Elle est passée effectivement par-delà cette crise. Derrière, il y a eu la crise ukrainio-russe, avec des enjeux énergétiques, des enjeux sur le blé, les céréales, l'Ukraine, gros producteur. Très important aussi, parce que ça a un impact mondial sur le plan géopolitique. Redéfinition des rapports de force, du commerce énergétique et autres. Fort de ces deux aléas géopolitiques, très forts, l'Algérie a décidé, par la voix du président Tebboune, élu en 2019, rappelons-le, décembre 2019, d'engager une réforme profonde de son modèle économique. L'Algérie était un pays quasiment, à 99% importateur, et exportait uniquement et seulement les hydrocarbures, gaz et pétrole. On le rappelle, 9e producteur de gaz, 17e producteur de pétrole. Et donc, l'Algérie avait une balance commerciale qui pouvait prêter à confusion, puisque cette balance n'était pas si mauvaise, avec des rentrées très importantes par les hydrocarbures, mais avec aussi des sorties et des dépenses très importantes par les importations. Le président Tebboune a décidé de changer de paradigme. À son arrivée, il a dit qu'il faut diversifier l'économie algérienne. Parce que le contexte géopolitique incertain fait que nous ne pouvons plus être dépendants des pays producteurs. Nous devons devenir un pays producteur. Ça ne se fait évidemment pas avec un claquement de doigts. Pour être un pays producteur, il faut des infrastructures, de la logistique, une puissance publique investie, des banques qui facilitent les investissements. Des compétences. Il faut des IDE, des investissements de l'étranger. Il faut trouver des partenariats. Il faut générer aussi une culture de l'entrepreneuriat à l'intérieur de son pays. Et puis, appeler aussi à sa diaspora pour qu'elle puisse venir investir en Algérie, diaspora formée à l'étranger, compétente et déjà qui a entrepris, doit revenir aussi en Algérie. Et tout ça s'est fait dans un même mouvement. Aujourd'hui, quel est le résultat? Intéressant. 2019, on engage ça en pleine crise, Covid et ensuite la guerre ukrainienne. Nous sommes en 2026. Que disent les indicateurs macroéconomiques? FMI, Banque mondiale. La croissance algérienne sera au bas mot en prévision 2026 à 3,5-4%. 3,5-4%. Taux de croissance très élevé. Très élevé dans le contexte géopolitique. L'inflation qui était galopante, très élevée en 2022, eu égard aux crises que j'évoquais, s'effondre. L'inflation sera à 2,5, donc au bas mot. Donc croissance 3,5-4, inflation 2,5. Qu'est-ce que c'est la croissance? C'est votre capacité à produire. Qu'est-ce que c'est l'inflation? C'est votre capacité à vivre de vos revenus.
donc niveau de vie de la population, et la notion des prix sur le marché. Donc quand vous avez cette corrélation et cet indicateur baisse d'inflation et une croissance plutôt en hausse, ça ne signifie pas que tout va bien dans le meilleur des mondes et que tout est parfait. Ça veut dire que vous avez des signaux d'une économie qui va plutôt dans la bonne direction et qui se porte bien. Si on rentre un peu dans, je dirais, la microéconomie, là j'ai parlé de macroéconomie, des indicateurs, on peut me rétorquer, pour ceux qui font de l'algérophobie ou qui sont des critiques permanents de l'Algérie, vous en avez, hein, donc vous le savez aussi bien que moi, on peut leur dire, rentrons dans le dur de la microéconomie. Comment se portent les secteurs les uns après les autres en Algérie? Le Made in Algeria. Est-ce que l'Algérie produit dans le domaine de la pharmacie? Oui, à 82% de ses besoins. Plus de 80%. 82% des besoins aujourd'hui algériens sont couverts. Dans le domaine de la pharma sont couverts par la production algérienne. Est-ce que l'Algérie, sur le plan agricole, produit? Je vous rappelle quand même qu'il n'y a pas si longtemps encore, les pommes algériennes venaient de France. Pour ne citer que cet exemple. Au grand bonheur du maire de Nice. Les fruits et légumes venaient de quatre coins du monde. Aujourd'hui, il y a une autosuffisance. C'est pas moi qui le dis. Hein. Vous savez, moi je prends des sources officielles et internationales. Je prends les sources algériennes, parce que mais je vais au-delà quand même, pour parer à la critique des détracteurs, je dirais, faciles et gratuits. Autosuffisance en fruits et légumes. L'Algérie aujourd'hui est en capacité d'exporter ce qu'elle produit. Jadis, il n'y a pas si longtemps, on ne produisait que des dattes à l'exportation. Parce que nous avons les meilleures dates du monde. Chacun le sait, la Delgat Nour, du côté de Tolga, de Biskra. Aujourd'hui, ce n'est pas que la date. Aujourd'hui, on est capable d'exporter de la pastèque, du melon, du poivron, des tomates. C'est le cas aujourd'hui vers les pays africains. Mais, évidemment. Mais c'est le cas même aujourd'hui, quand vous avez dans les marchés d'intérêt nationaux européens. Vous allez à Rungis, vous allez aux mines de Marseille, des Arnavaux, que je connais bien, vous avez des produits algériens. La bourse des fruits et légumes. Il y a quelques années, vous n'en aviez pas. Donc, phénomène nouveau. Donc, autosuffisance sur le plan agricole. Prenez la question de l'industrie, des électroménagers. Aujourd'hui, vous avez des champions algériens tels Condor, pour ne citer qu'eux, qui font des télévisions, qui font des machines à laver, on a des produits aux standards internationaux. Made in Algeria. Et qui existent en Afrique maintenant, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Qui exportent. Donc ça veut dire qu'on produit algérien, c'est pas industriel. Prenons la question des matériaux de construction. Le ciment algérien s'exporte aujourd'hui. On produit, on est en autosuffisance en matière de ciment, mais on exporte. Le carrelage algérien est un carrelage algérien qui est souvent choisi dans la nouvelle promotion immobilière par rapport au carrelage italien qui a une renommée mondiale. Je veux dire, les menuiseries... Et ça permet d'avoir un prix de l'habitat moins cher qu'avant parce que tout est produit ici. Et de créer de l'emploi, mon cher Riyad. Parce que c'est toujours très important de donner des perspectives à la jeunesse algérienne. Créer de l'emploi, donc créer de la richesse, créer la capacité au secteur privé de se développer, la puissance publique ne pouvant pas tout faire. Donc on le dit, matériaux de construction, on est déjà très haut. La cosmétique, domaine dont Karim Zeribi n'est pas un spécialiste, mais comme par hasard, il y a 10 jours, je suis passé au salon de la cosmétique à Alger, Cosmetica, et je discutais avec l'organisateur du salon. Il y a 4 ans, mes amis, il y a 4 ans, il y avait 30 producteurs algériens de cosmétiques, fabricants de cosmétiques algériens. 196 au moment où nous parlons. 4 ans après. Vous avez une boîte, une marque, je vais la citer, pardonnez-moi, mais c'est bien de faire un peu de publicité pour les Algériens. Touché. Vous savez la marque Touché? Oui, tout à fait. Le jeune qui a créé la marque Touché, il a 30 ans. Oussama. Je l'ai rencontré sur le salon de Cosmetica. Oussama Amouche. C'est une success story. C'est une success story. Des centaines de salariés. Des labos aux normes internationales. Donc, il peut exporter. Il exporte d'ailleurs sur le continent africain et il est sur un marché qui est celui du Moyen-Orient dans les perspectives. Brillantissime. Voilà l'Algérie d'aujourd'hui. Et on parle notamment de la qualité de ses produits aujourd'hui, Karim Zeribi. Qualité de ses produits. Voilà la réalité aujourd'hui de l'économie algérienne. Alors après, bien sûr qu'il y a toujours mieux à faire, on peut toujours progresser, une économie n'est pas figée, et on peut aussi être frappé par des aléas. De même, vous avez une crise climatique,
Évidemment que les agriculteurs algériens la vivront en difficulté. Mais ça, c'est les aléas qui touchent toutes les nations. Mais aujourd'hui, au moment où nous parlons, tous les secteurs d'activité que nous avons évoqués, on n'est pas aujourd'hui dans une promotion aveugle, une propagande pro-algérienne. C'est une réalité. L'Algérie avance, vous venez de le dire. Et elle avance dans des projets d'envergure, comme vous venez d'en parler, l'exploitation industrielle du minerai de fer à Garage-Bilette, qui s'intègre à une ligne ferroviaire minière reliant le sud au réseau national et au nord, et donc ouvert au monde. Quelle lecture stratégique vous faites de ce projet lorsque l'on pense à la transformation structurelle de l'économie algérienne? J'en pense que c'est, j'ai envie de dire, la marque d'une capacité de l'Algérie à relever des grands défis en matière d'infrastructures logistiques. On sait très bien qu'un pays qui veut produire, qui veut se développer et qui veut être une puissance exportatrice doit se doter d'une infrastructure logistique digne de ce nom. Les ports, les aéroports, les lignes ferroviaires, un maillage qui doit être fondamental. Quand on est capable de faire 950 km de voies ferrées, tel qu'on l'a fait là, je pense que tout est possible sur le plan des infrastructures logistiques en Algérie. L'Algérie peut aujourd'hui, maintenant que ce projet est abouti, envisager de mailler le territoire vers d'autres voies, à partir d'une autre capacité d'investissement, de liaison. Il faut desservir le continent africain. C'est une évidence que l'Algérie est un hub magnifiquement bien placé sur le plan géostratégique pour desservir le continent africain. Desservir le continent africain en produits algériens, évidemment, parce que l'Algérie produit, donc elle doit aujourd'hui répondre aux besoins de sa population par la production, la fabrication du made in algérien, mais elle doit aussi répondre aux besoins des consommateurs africains. Je le dis et je le répète, donc on a un continent africain aujourd'hui qui est composé d'1,5 milliard de personnes. Dans 25 ans, 2,5 milliards. 1 milliard d'Africains de plus. Les pays africains se développant, donc le pouvoir d'achat des Africains se développant aussi, avec les économies africaines, il va y avoir des consommateurs à satisfaire. Ces consommateurs devront faire un choix. Produits asiatiques, produits venus de Turquie, mais aussi produits venus d'Algérie bientôt. Et ça veut dire que l'Algérie sera dans une compétition mondiale en matière de satisfaction à apporter aux consommateurs africains dans une relation sud-sud. Ça veut dire que l'Algérie est dans une position où elle peut satisfaire les consommateurs européens, qui ont un fort pouvoir d'achat, comparé aux Africains, mais elle peut satisfaire aussi les Africains dans une relation sud-sud. Donc le positionnement géostratégique est exceptionnel. Donc l'investissement dans les infrastructures logistiques est central et majeur. Et l'Algérie s'y emploie avec, encore une fois, la modernisation des ports en eau profonde pour pouvoir accueillir à la fois du matériel, je dirais des produits de matières premières qui permettront à la fois de consommer et de produire en Algérie, mais aussi d'alimenter d'autres continents. Donc il y a une dynamique qui est en marche. J'en termine par un point, quand même. L'Algérie est sur le podium, de mon point de vue. Si je dis une bêtise, vous me contredisez, n'hésitez pas. Donc, elle est sur le podium mondial sur un point. Il n'y a pas un pays de 45 millions d'habitants qui offre la gratuité en matière de santé et quasiment des aides incommensurables en matière de logement. Il n'y a pas un pays de 45 millions d'habitants. Les seuls pays qui sont en capacité de produire cela, c'est les pays du Moyen-Orient qui ont des populations comme le Qatar de 2 millions d'habitants. Mais dans les 2 millions d'habitants au Qatar, il y a 400 000 Qataris. Satisfaire 400 000 Qataris quand on est un pays producteur de gaz et de pétrole, ce n'est pas très compliqué. Quand vous êtes un pays de 45 millions d'habitants et que vous arrivez à dire la santé gratuite, alors bien sûr qu'on doit améliorer l'offre de santé gratuite en Algérie. Je ne dis pas que les hôpitaux sont exceptionnels, que l'offre de santé est magnifique. Bien sûr qu'on doit l'améliorer. Mais tout en l'améliorant, garder la gratuité, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est un effort considérable de la part de l'État. Et quand vous devez avoir accès à un logement social avec, je crois que c'est ADL, là, ADL, donc un logement social qui vous coûte quasiment rien, qui est quasiment gratuit, donc vous avez un toit. Ça veut dire que dans les pays, je parlais de la France, où on a 350 000 sans domicile fixe, qui dorment dans la rue,
Quand là, vous avez un toit et que vous pouvez Et vous ce soigner. prix étudié est à 100% financé par les banques. Mais c'est un coût énorme pour une nation. Un coût énorme. Et j'ai cherché, c'est pour ça que je dis contredisez-moi si ma recherche a été infructueuse ou mauvaise. Je n'ai pas vu un pays de cette taille qui offre effectivement la santé et le logement dans les conditions dans lesquelles l'Algérie l'offre. C'est pour ça que les Algériens doivent aussi se rendre compte que l'État doit faire, parce qu'il a des rentrées, des recettes, mais le peuple et la puissance privée doivent faire aussi pour aider le pays à se développer. On ne peut pas être dans une posture où on attend tout de l'État. La redistribution, elle existe en Algérie. J'aime bien la phrase de Kennedy qui disait « Vous vous demandez ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Je pense qu'on est à un moment à la croisée des chemins où les Algériens doivent prendre conscience de ce que l'État fait pour le pays. Donc en termes d'infrastructure, il y a des métros, il y a des tramways, l'offre de santé gratuite, des logements, donc ça pousse partout. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'Algérien pour aider le pays à se développer? Dans l'entrepreneuriat, sur le plan agricole, industriel, on le voit, un jeune de 30 ans, dans le cosmétique, il explose. Il y a des centaines de salariés, des labos NEC plus ultra, qui n'envient rien aux normes internationales. On a des gens dans le domaine agricole qui ont décidé de prendre des hectares et de s'attacher à produire des fruits, des légumes, des produits rares. Ce pays est d'une richesse fantastique par ce qu'il offre de ses ressources naturelles. Si les Algériens prennent conscience de ça, entreprennent, vont de l'avant, rien n'arrêtera l'Algérie. Rien n'arrêtera l'Algérie. Il faut aussi que les IDE, les investissements de l'étranger, soient plus importants. Ça aussi, c'est une question de confiance, l'économie, vous savez. J'investis dans un pays où je dois avoir confiance. Et comme on a, je dirais, des fake news sur l'Algérie, une communication par nos adversaires, les adversaires de l'Algérie, une communication mensongère sur l'Algérie, parfois, les IDE, les investissements de l'étranger, sont hésitants. C'est pour ça que dans le monde dans lequel nous vivons, dans le soft power qui est à mettre en place, la question de la communication est un axe central. Est un axe central pour dire qui est l'Algérie, qui sont les Algériens. Parce que certains parlent à la place de l'Algérie, à la place des Algériens, et racontent un narratif négatif. Non, il faut reprendre son narratif, il faut maîtriser son récit et dire la réalité de l'Algérie et des Algériens pour rassurer les investisseurs de l'étranger à investir en Algérie. Ils existent. Ils peuvent être encore plus nombreux dans une démarche de coproduction avec les Algériens. Monter des joint ventures, des entreprises algéro-étrangères. Donc, encore une fois, il y a un chemin qui a été ouvert. Il y a une dynamique qui a été lancée. Donc, il faut la poursuivre, il faut l'accélérer, il faut l'optimiser. Mais moi, je suis plutôt très confiant dans ces conditions sur l'avenir de l'Algérie. D'ailleurs, Ségolène Royal ne cesse de le rappeler depuis son retour en France. L'Algérie n'est plus ce qu'elle a été il y a 10 ans. Karim Zeribi, on passe maintenant au troisième sujet de ce soir. On parle de l'Espagne qui a décidé de régulariser 500 000 personnes en situation irrégulière en leur ouvrant l'accès au marché du travail et aux droits sociaux. Dans ce contexte, ou dans un contexte peut-être européen crispé sur l'immigration, comment ce choix s'inscrit-il dans une logique politique claire de gouvernance et d'intégration? Décidément, l'Espagne fait plaisir. Elle fait plaisir par sa capacité à prendre des décisions assez pragmatiques et courageuses sur la scène internationale. Je veux parler là de sa position sur la Palestine et sur la reconnaissance de l'État palestinien, sur la dénonciation du génocide, et sur la voix qu'elle a toujours portée sur la scène internationale par l'intermédiaire de Pedro Sánchez, son Premier ministre. Je veux parler là de la manière dont elle parle de l'immigration en son sein. Elle ne diabolise pas l'immigration, au contraire, elle dit, par l'action qui a été menée par Pedro Sánchez là, que l'immigration et l'émigration, parce qu'il y a l'immigration régulière, puis il y a l'émigration dont font partie une composante étrangère que sont les clandestins, qui n'ont souvent pas de réalité administrative, pas d'existence administrative, mais qui sont pourtant là, des femmes, des hommes, qui sont employés, payés au noir, exploités. Il y a un peu un nouvel esclavagisme avec ces personnes en situation irrégulière. Et là, Pedro Sánchez a mis un peu les pieds dans le plat, en prenant une décision forte. Il n'a pas dit « j'ignore ces gens-là et je vais aller vers une immigration choisie ». Il a dit, ces gens-là sont là,
On a des besoins économiques. Il a On va rappelé faire de la l'importance de réelle cette politique. immigration aujourd'hui. On va les reconnaître, on va les régulariser. Et en les régularisant, Pedro Sanchez dit, je réponds à 2 préoccupations espagnoles. 1, le besoin sur le secteur de l'emploi. On a des besoins économiques. On a des besoins de main-d'œuvre qui ne sont pas satisfaits aujourd'hui. Donc je propose aux patrons espagnols d'embaucher des personnes que je régularise et qui sont sur le marché du travail. Donc, elles ne peuvent plus être exploitées. L'esclavagisme des temps modernes n'est pas acceptable donc, en l'État. Donc je vous demande de les embaucher dans un cadre officiel et régulier. Et puis derrière, il y a la question de ces cotisations, de ces nouveaux travailleurs reconnus qui payent le système social espagnol, les retraites, système qui mérite d'être équilibré entre actifs et retraités. Aujourd'hui, vous avez une Europe qui est vieillissante. Je l'ai dit, je le redis, 450 millions d'habitants aujourd'hui, dans 25 ans, 30 millions d'habitants de moins en Europe. On aura 420 millions d'habitants. Continent vieillissant, moins d'actifs, quid de l'équilibre du système social? Alors certains nous parlent de l'IA. Vous savez, l'intelligence artificielle va remplacer donc, les hommes dans les usines, les ouvriers et autres. Les études ont été faites. D'ici 2030, nous sommes en 2026, dans 4 ans, des études très sérieuses qui ont démontré que l'Europe aura besoin de 7 millions de travailleurs. 7 millions de travailleurs pour répondre à son besoin économique. 7 millions de travailleurs qui existent aujourd'hui et qui vont disparaître parce qu'ils seront frappés par l'âge de départ à la retraite. Ils ne seront plus sur le marché du secteur économique européen. Quid de ce manque? Toutes les études sérieuses disent que l'IA pourra répondre entre 20 et 40% à ses besoins. Ça veut dire que sur les 7 millions de travailleurs qui vont disparaître, l'IA pourra compenser à hauteur de 20 à 30%. Quid des 70 à 80%? Présence humaine, main-d'œuvre humaine, dans tous les secteurs d'activité. Ça veut dire que l'IA, on peut raconter ce qu'on veut, bien sûr que ça va détruire des emplois, remplacer de l'humain, mais on ne pourra pas le faire dans tous les secteurs. Et surtout pas dans un temps qui est assez court, qui est celui des 10-15 prochaines années. Je ne parle pas dans 50 ans, je parle des 10-15 prochaines années. Et il faut y répondre. Donc il y aura besoin d'une main-d'œuvre étrangère, immigrée en Europe. C'est une évidence. Tous les statisticiens, économistes sérieux vous le disent. Baisse de la natalité, démographie vieillissante, panne sur le secteur de l'emploi, besoin de main-d'œuvre. C'est une réalité, c'est une équation inextricable. Face à cette équation inextricable, il y a un pacte migratoire qui a été mis en place à l'échelle de l'Union européenne, qui a été décrété en 2024, qui va prendre effet en juin 2026. Ce pacte migratoire, il dit quoi? Il dit à l'Europe, tous les pays européens vont limiter le regroupement familial. Ils veulent pénaliser le regroupement familial. Ils veulent ouvrir à une immigration choisie. Ça veut dire on va choisir les immigrés en fonction de leur background, de leur formation. Et il dit on va former des étudiants, mais ces étudiants, il faut qu'ils aient un boulot derrière, sur le continent européen. S'ils n'ont pas de boulot, ils rentrent chez eux. Ils dégagent, ils rentrent chez eux. Donc voilà le pacte migratoire. Mais ce pacte migratoire, il ignore complètement les clandestins, qui sont déjà sur le sol européen. Et vous avez des pays, comme l'Espagne, là, qui prend une mesure, le Portugal. Portugal a régularisé 108 000 clandestins. 108 000 clandestins. Parce que ces populations sont là. L'Italie également avec les Syriens. L'Italie a fait une immigration choisie. Elle n'a pas régularisé les clandestins. L'Allemagne de Merkel avec les Syriens. Merkel l'avait fait en partie. Mais l'Allemagne et l'Italie et la France se dirigent vers l'immigration choisie. Giorgia Meloni, qui est plutôt une sensibilité d'extrême droite, a ouvert des quotas au nombre de 452 000 au cours des 2 dernières années. Et 2026-2028, Giorgia Meloni, la même, qui a la même sensibilité, va ouvrir les quotas à hauteur de 500 000. Ça veut dire qu'en l'espace de 4-5 ans, Meloni va proposer des contrats de travail, on va le dire comme ça, à une immigration choisie pour répondre à hauteur de 900 000 personnes aux besoins de l'économie italienne. C'est faire de la réelle politique. Donc quand on nous explique que l'Europe va ériger des murs, des barbelés, va s'isoler, mais honnêtement, comment on peut croire à ce mensonge et à cette ineptie?
C'est impossible. Donc gérer les flux migratoires est une chose, renvoyer les délinquants clandestins est une chose, mais là aussi, pardonnez-moi, réduire les gens qui sont en situation irrégulière aujourd'hui à de la délinquance ou au banditisme, mais c'est un mensonge qui est inacceptable. 95% des clandestins, où qu'ils se trouvent, ne sont pas des voyous. Et je ne défends pas les clandestins. Je veux dire, je ne vois pas pourquoi je porterai cette analyse-là et ce discours-là. Mais 95% sont plus des gens exploités que des gens qui, aujourd'hui, mettent à mal les sociétés européennes et l'équilibre des sociétés européennes. 5% d'entre eux sont des voyous. Mais est-ce que ces 5% soient expulsés? Personne n'est contre. Mais qu'on ne dise pas et qu'on ne fasse pas croire que 95% des clandestins qui travaillent, qui répondent à des tâches dures, difficiles, mal payées, exploitées, ne sont pas utiles à l'économie européenne. Et il en va de même pour les immigrés en situation régulière. Cette confusion, elle est insupportable. Laissez croire que les immigrés ne seraient pas utiles à l'Union européenne. Mais sans l'immigration légale, il n'y a plus d'économie française. Il n'y a plus d'économie italienne, il n'y a plus d'économie espagnole, il n'y a plus d'économie européenne. Sans l'immigration, donc l'Europe s'écroule, s'effondre économiquement. Et demain, donc elle sera obligée à ouvrir des quotas. Donc autant éviter de raconter des mensonges et de monter les populations les unes contre les autres. Dire qu'on veut gérer les flux migratoires. Évidemment que toute nation a le droit de les gérer. En tant que nation souveraine. L'Algérie gère ses flux migratoires avec l'Afrique subsaharienne. Et il n'y a rien à redire. L'Algérie est un pays souverain qui doit gérer ses frontières et qui gère les gens qui ont le droit de rentrer sur son sol. Et les pays européens ont le même droit que l'Algérie. L'Algérie a le même droit que les pays européens en la matière. Mais l'Algérie ne diabolise pas les populations d'Afrique subsaharienne. Elle gère ses flux migratoires, mais elle ne les diabolise pas. L'Algérie ne montre pas du doigt les Maliens, les Mauritaniens, les Sénégalais, les Congolais. Elle les considère comme des frères, en disant, voilà, je suis obligé de gérer mes flux migratoires. Donc, la France, elle ne fait pas ça. La France, par la voie politique et médiatique, diabolise les immigrés, diabolise les migrants. Ils sont souvent pointés du doigt. Qui, souvent au péril de leur vie, traversent la Méditerranée dans des conditions dramatiques en étant exploités. Donc un peu d'humanité dans ce débat. J'appelle à un peu d'humanité dans le débat sur l'immigration, sur les migrants. Un peu d'humanité. La réelle politique, c'est bien, ils répondent aux besoins économiques, mais remettons de l'humanité aussi dans l'approche économique et politique. Je crois qu'on en a tous besoin. Karim Zeribi, on arrive à la fin de l'émission. Vous parlez d'humanité. Et quel exemple d'humanité? C'est cette voix, une voix individuelle qui marque le monde, celle de Pep Guardiola cette semaine, pour clore l'émission d'ailleurs sur une note positive. C'est juste après ça. Alors, Karim Zeribi, comme le disait Riyad juste avant le jingle, parfois les décisions politiques inspirent, d'autres fois ce sont des voix individuelles qui font bouger les lignes. Cette semaine, Pep Guardiola était sur toutes les lèvres, pas pour ses exploits dans son domaine, dans le football, mais pour sa prise de position publique par rapport à la Palestine. Karim Zeribi, dans un monde de silence calculé, cette parole rappelle-t-elle aujourd'hui que le courage peut encore venir d'individus libres? Avant de répondre, je vous laisse regarder cette vidéo de Pep Guardiola. Bona nit, salam alaikum. Uau, quin goig. Penso, deixeu-me dir dues coses. Penso què pensem quan veig un nen en aquests 2 darrers anys, amb aquestes imatges per la social media, per la televisió, gravant-se ell mateix, implorant on està la seva mare, que està enderrocada sobre les runes i encara ell no ho sap. I sempre penso què deuen pensar. I penso que els hem deixat sols, abandonats. Sempre penso que deu dir on esteu, veniu a ajudar-nos. I fins ara, encara ara no ho hem. J'ai un mot qui me vient à l'esprit. Respect. Respect pour Pep Guardiola, que évidemment j'apprécie en tant qu'ancien footballeur qui joue au FC Barcelone, qui est un joueur remarquable et qui est un coach reconnu à l'échelle planétaire. Stratège. Et que rien n'obligeait à prendre la parole de cette manière-là.
Pep Guardiola, portant il la nous dit Kouffia qu'il est un super entraîneur de football. Et plus que ça, il est un homme exceptionnel. Et vous pouvez avoir toute la notoriété que vous voulez, dans quelque secteur que ce soit, artistique, sportif, médiatique, politique. Si à un moment donné, dans votre dignité, dans votre posture, dans votre humilité, dans ce que vous incarnez en termes de valeurs et de principes, vous n'êtes pas capable à un moment donné de prendre la parole, de faire preuve de courage, de lever la tête et de vous exprimer sur ce qui ne vous concerne pas, au demeurant directement, mais qui concerne l'humanité. Si vous n'êtes pas capable de ça, il vous manque une part, je dirais, de grandeur, malgré la notoriété. Il vous manquera toujours une part de grandeur. Et là, ce n'est pas la notoriété du coach qui m'intéresse, c'est comment il met sa notoriété au service d'une cause qui me tient énormément à cœur, vous le savez. Puisqu'après le 7 octobre, j'ai malheureusement été un des seuls en France à prendre la parole. Malheureusement parce qu'il y avait une pensée unique, une doxa insupportable, qui permettait l'éradication du peuple palestinien, qui acceptait le génocide. Et aucune voix, ni politique, ni médiatique, ni sportive, ni artistique, ne s'exprimait. Tout le monde était dans la conservation de ses acquis, de ses contrats, de ses intérêts personnels, particuliers. Personnellement, je n'en fais pas une gloriole. C'est mon éducation, moi. Mon éducation et peut-être aussi, intrinsèquement, que mes racines. C'est très bien que, quand on a l'histoire que nous avons, on ne peut pas se taire. On ne peut pas baisser la tête. On ne peut pas tourner la tête. On ne peut pas faire comme si on existait là. Le mot de Guardiola, nous les avons abandonnés. C'est presque un mea culpa. Ils sont d'une puissance. Ils sont d'une puissance inouïe. Et ils sont tellement vrais. Et j'ai envie de dire, c'est pas nous les avons abandonnés, c'est nous les abandonnons. Parce que le drame se poursuit. Le drame des Palestiniens, il n'est pas terminé. Ce qui se passe aujourd'hui en Palestine est insupportable, inhumain. Faire entrer au compte-gouttes par l'armée génocidaire les besoins les plus vitaux, empêcher à ce qu'on soigne des personnes dans des situations sanitaires dramatiques, laisser des gens vivre sous des tentes, parfois bombardés, qui reçoivent un obus, des familles détruites, explosées, femmes, enfants, grands-parents. Mais c'est de la folie. Comment l'humanité peut accepter ça? Je veux dire, on ne peut pas le comprendre, parce qu'il n'y a pas à le comprendre. On ne peut pas l'expliquer, il n'y a pas à l'expliquer. Et ce n'est même pas la question du droit international. À la limite, j'ai envie de dire, je m'en fous du droit international. C'est les droits humains les plus élémentaires. Même si le droit international n'existait pas, on n'a pas le droit de faire ce qu'on fait aux Palestiniens. C'est pas possible. Et quand on a quelqu'un comme Guardiola qui se lève et qui le dit dans un meeting en Espagne, parce qu'il y avait un match entre l'équipe de Catalogne et l'équipe palestinienne de football, c'est dans ce cadre-là qui s'est rendu à cette manifestation. On doit redoubler de voix, d'efforts, d'indignation, d'événements. On ne peut pas aujourd'hui se taire. Et moi, je continuerai, même si la France aujourd'hui, malgré la reconnaissance de fin septembre dernier du président français aux Nations Unies de l'État palestinien, je considère que la France, quelque part, elle est complice du génocide. Parce qu'il y a des armes contragitées par les ports français, parce que les relations économiques ne sont pas aujourd'hui coupées avec l'État génocidaire, parce que la France n'a jamais porté une voix européenne pour faire en sorte que l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël soit mis à mal. Jamais. On est dans une hypocrisie qui est insupportable, qui est indigne d'un grand pays comme la France, pays des droits de l'homme et du citoyen. Donc à un moment donné, je ne sais pas comment ils font pour pouvoir se regarder en face les uns et les autres. Et là, tous bords politiques confondus, soyons clairs. Alors c'est vrai Mélenchon d'un côté, Dominique de Villepin de l'autre, incarne des voix, mais c'est largement insuffisant pour un pays comme la France. Puis alors les artistes, je ne vous explique pas, on a parlé de Blanche Gardin ici. Blanche Gardin qui ne peut plus faire de cinéma parce qu'elle a pris position pour le peuple palestinien. Elle ne tourne plus.
On n'a plus d'offres pour faire du cinéma. Blanche Gardin. Mais c'est pas concevable. Heureusement qu'il y a quelques personnalités comme Pep Guardiola qui ont du courage, donc respect. Respect à ces personnalités-là, mais de voir aussi que nous avons individuellement donc, à continuer de porter la voix, de porter ce combat contre donc, le génocide, pour l'autodétermination des peuples, où qu'ils se trouvent. C'est un devoir humain. C'est un devoir humain, c'est le minimum qu'on puisse faire quand on a un lien avec l'humanité. Donc c'est le minimum. Donc voilà, je salue ce grand coach, ce grand homme. Ils sont beaux les gens qui ont une belle âme. Ils sont beaux les gens qui ont une belle âme. On arrive à la fin. On restera sur cette phrase. C'est ainsi d'ailleurs que s'achève ce numéro. Merci pour votre franchise et vos éclairages, Karim Zeribi. Merci également à vous, Riyad. Merci Amira, merci Karim. Dans 15 jours. Rendez-vous est pris. Rendez-vous dans 2 semaines, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous. Bonsoir.